Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Lenel, président du directoire de Mazars en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, cette semaine, c'est la 12e édition de la semaine de l'industrie. C'est vrai qu'on a eu des annonces qu'on a commentées ici, notamment sur l'investissement colossal, 2,1 milliards d'euros la semaine dernière, du laboratoire Novo Nordisk qui était consacré à son usine à Chartres. Est-ce que ça montre, selon vous, que la France, de nouveau, la France industrielle, est capable d'attirer, ou est-ce que ces grands projets, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, avec une réindustrialisation qui est peut-être plus fragile et plus lente que ce que pourrait nous faire croire ces gros chiffres sur des gros dossiers? On a eu à Crolles l'usine ST Micro, on a eu des batteries dans les Hauts-de-France. Ouais. Donc cette réindustrialisation, elle est bonne pour la France. On a tous été assez sidérés pendant le Covid par ces discontinuités de supply chain, cette dépendance importante. Chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement, absolument. C'est un enjeu d'indépendance, c'est un enjeu de souveraineté. Alors, vous les avez cités, on parle beaucoup des grands noms. Et bonne nouvelle, en tous les cas. Bonne nouvelle que ces investisseurs étrangers viennent ou reviennent en France, finalement. Donc, les politiques publiques commencent à produire des résultats, mais il y a des enjeux importants devant nous. Nous, Mazars, qui sommes très implantés dans les territoires, on est présent en France dans une quarantaine de bureaux. On veut aider aussi tous les entrepreneurs de France qui vont recréer finalement des projets industriels, répondre aux injonctions gouvernementales. Je ne l'ai pas dit, vous êtes le cinquième acteur en France, parmi les grands acteurs de l'audit et du consulting. Absolument. On pourra peut-être y revenir. Mais oui, non, mais c'est pour aujourd'hui le dire, pour vous présenter. Dans des cabinets pluridisciplinaires, donc audit et conseil, avec presque 5000 collaborateurs, donc dans 40 bureaux en région, et on est resté en région et on investit toujours en région, avec cette mission sur la question de la réindustrialisation de la France, d'être le partenaire finalement de ces entrepreneurs, des investisseurs, aussi des investisseurs étrangers qui font le choix de venir s'implanter en France. Et nous, on leur apporte justement les moyens dans nos domaines de compétences de répondre un peu à ce que je disais tout à l'heure, à l'injonction un peu de notre gouvernement, d'une industrie décarbonée, transformée, numérisée. L'ordonnance est assez copieuse. Et nous, on a les compétences qu'on approche vraiment de ces entrepreneurs dans les territoires pour les aider. Il y a une vraie attractivité industrielle retrouvée de la France. Il y a un renouveau, encore une fois, au-delà de ces grands contrats, de ces grands comptes. Ou est-ce qu'il y a, comme souvent dans l'économie, parfois c'est à deux vitesses? Alors, je regardais il n'y a pas si longtemps le baromètre de l'attractivité qui est produit par les CCE, les conseillers du commerce extérieur, et les chambres de commerce. J'y accède, les chambres de commerce, parce qu'on a beaucoup d'associés qui, à l'international et aussi en France, ont ce rôle-là, finalement. Donc le baromètre qui est sorti au mois d'octobre confirme l'attractivité tout à fait sympathique de la France, puisqu'il n'y a que les Allemands et les Hollandais qui font mieux que nous. C'est pas mal. Ouais. On reste quand même le pays qui est numéro 1 des investissements étrangers dans l'Europe. Donc on a des bons ingrédients, en tous les cas, pour faire davantage. En termes de projet, pas en termes d'emploi. En termes de projet d'investissement, oui, effectivement, pas encore d'emploi. Alors on a cet enjeu, et je pense que dans la semaine de l'industrie, un des sujets, ça va être l'attractivité finalement des talents, finalement, l'emploi, trouver les forces qui vont permettre de faire advenir ce tissu industriel un peu drop-in-pay, quoi. Ouais. Donc les politiques publiques menées depuis maintenant plusieurs années commencent à produire leurs effets parce qu'on a commencé à réussir à gommer nos handicaps sur les mêmes, hein, c'était fiscaux et sociaux. On a vraiment gommé, quand on se compare, parce qu'il faut se comparer, c'est une compétition qui est européenne, voire mondiale, on a réduit l'écart avec les autres? Ou il y a encore du chemin? Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Donc la France est perçue comme un pays assez stable au plan juridique, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous, Mazars, on fait avec l'Institut Montaigne, on l'a fait déjà 2 années de suite, un baromètre sur les impôts de production, par exemple. Bon, je renvoie en tous les cas ceux qui s'y intéressent à ce baromètre. Il reste des différences qui sont encore importantes. Les impôts de production différents, par exemple. Ouais. On se dit que la désindustrialisation, les fermetures d'usines, les plans sociaux, les destructions d'emplois de ces 20 dernières années dans l'industrie, ça y est, c'est derrière nous. Parce qu'au niveau macro, on ne voit pas encore des créations de postes en grande quantité dans l'industrie, mais voilà, on a inversé la tendance. Il y a un frémissement, en tous les cas. Est-ce qu'on a inversé la tendance? Moi, je l'espère. Aux États-Unis, on le voit clairement. On voit l'effet, mais c'est colossal du plan de Joe Biden, l'Inflation Reduction Act, que ça a sur bon nombre d'industries. Encore une fois, les microprocesseurs, les batteries électriques aussi, mais c'est les énergies renouvelables.
C'est colossal l'impact que ça a. Alors souhaitons-nous de faire aussi bien que les États-Unis assez rapidement. Parce que le crédit d'impôt sur l'industrie verte, il sera mis en œuvre l'année prochaine. Donc il ne faut pas non plus, voilà, il faut attendre un petit peu pour les résultats. Exactement. Mais en tous les cas, on se donne, je trouve, les moyens de revitaliser ce tissu industriel, de recréer de l'emploi dans ces domaines. Vous connaissez bien la filière nucléaire, par exemple, qui a besoin quand même de nouveaux collaborateurs. Je lisais un article il n'y a pas si longtemps que ça de profils de soudeurs. Donc on a aussi cet enjeu d'avoir des formations qui s'adaptent finalement à cette nouvelle donne. Autre sujet qu'on a largement chroniqué ici sur Boursorama, c'est ce feuilleton express qui a tenu en haleine tout le secteur de l'intelligence artificielle. La semaine dernière, c'est l'éviction de Sam Altman d'OpenAI, le père de ChatGPT. Et puis son retour, voilà, seulement 4 jours après, à la tête de son entreprise. Quels enseignements on peut tirer de ce bras de fer? Moi, je me suis dit, tiens, les salariés qui avaient dit, voilà, en gros, on démissionnera s'il ne revient pas à la tête de la société, Sam Altman. Ça rappelle que dans pas mal d'industries, notamment la tech et notamment la recherche, le capital humain est fondamental. Forcément. Dans le conseil aussi d'ailleurs. Dans notre industrie aussi, dans la prestation de services intellectuels, notre seul actif, ce sont nos équipes, nos talents, et donc on fait tout ce qu'il faut pour les motiver, les intéresser finalement. Parce que c'est quand même, ça mélange plein de choses, ça mélange du management, de la stratégie, de l'IA. Enfin, il y a dans cette affaire, dans ce feuilleton, il est incroyable quand même. Hein. Quelqu'un qui est viré, c'est un peu un feuilleton en fait. L'intelligence artificielle, qui existe depuis 10 ans, 15 ans finalement, on en parle de plus en plus. On en parle sur cet aller-retour du dirigeant de ChatGPT, inventeur de ChatGPT. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui intéresse le grand public. On en parle tous les jours, qui va nous apporter une transformation, je pense, vraiment très profonde, très durable. C'est un peu la machine à vapeur de l'ère industrielle à l'ère d'Internet, je pense. Donc c'est beaucoup de potentiel pour nos entreprises. C'est un enjeu aussi pour nos entreprises industrielles. On en parlait il y a un instant, quand on dit qu'il faut qu'elles soient plus numérisées, si je puis dire. C'est un grand enjeu. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Il y a quelques risques. Et je crois que la responsabilité, en tous les cas, notre responsabilité de dirigeants d'entreprise, c'est de tirer les bénéfices de ces nouvelles technologies, comme à chaque transformation, évidemment, et aussi de rassurer, parce que l'intelligence artificielle, ça inquiète quand même pas mal de personnes. Voilà. Ça ouvre à certains risques aussi. Exactement. Et donc, il ne faut pas y aller. On se réjouit. Je pense, pardon d'être ethnocentré, mais je pense à la France. Quand on est salarié aujourd'hui en France, on s'inquiète ou on se réjouit quand on est un col blanc, pour dire les choses mais très claires. Les deux à la fois. On se réjouit plutôt. Se réjouit plutôt. En tout cas, moi, je peux vous parler de Goldman Sachs prévoit 300 millions d'emplois à temps plein remplacés dans le monde. Moi, quand je vois ça, certes, vous ne vous réjouissez pas, en fait. Non, me réjouis. Moi non plus. Si on raconte comme ça ne me réjouit pas. Mais c'est quand même un potentiel incroyable. L'évolution s'est toujours faite de cette façon, finalement. C'est un potentiel de réinvention de nouveaux rôles, finalement. On l'a dans notre industrie, nous aussi. Nous qui sommes dans des métiers de la data, beaucoup, on prend ça plutôt comme une bonne nouvelle. On prend ça plutôt comme une bonne nouvelle parce que c'est des tâches rébarbatives à faire en moins. C'est vraiment ça. C'est vraiment un des aspects qu'il faut mettre en avant. Par exemple, des tâches rébarbatives, vous avez raison, dont on peut se débarrasser. Lesquelles, par exemple, mais pas que. Dans le conseil et l'audit. C'est des traitements de données particuliers qu'on fait avec les moyens qui étaient hantés intelligence artificielle et qu'on fera de façon beaucoup plus rapide, industrielle. Avec des gains de productivité. Alors, des gains de productivité sur certains aspects, pour libérer du temps, pour nos collaborateurs en tous les cas, pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, comme on dit, évidemment. Et il y en a aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui interviennent un peu sur tous ces fronts. Nous, on ne voit pas l'intelligence artificielle comme un moyen de supprimer de l'emploi. Au contraire, moi, je pense qu'on va inventer de nouveaux métiers. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se développent sur fond d'intelligence artificielle. C'est quoi ces nouveaux métiers, ces nouvelles professions qui vont émerger alors? C'est des professions, soit de profil technique, tech finalement. Moi, je suis pas quelqu'un de la tech évidemment, mais on en voit de plus en plus. Nous, on investit dans
des profils de PhD qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on n'avait pas il y a 15 ans, en fait, qui finalement vont nous expliquer à faire notre métier différemment en utilisant l'intelligence artificielle. Donc il y a tous ces profils très, très tech. Et puis pour ceux qui font un métier donné à aujourd'hui, je leur dis, c'est une évolution finalement dans la composition de leur rôle. Nous, par exemple, dans l'audit, c'est favoriser, par exemple, l'émergence d'architectes de l'audit, finalement, qui seront plus les stratèges de l'audit, qu'aujourd'hui des gens qui commencent en tant que junior. Et je suis passé par là, il y a une trentaine d'années, finalement, sur des tâches qui sont vraiment très... Avec un volume d'emploi global qui serait équivalent entre les destructions, créations, reformatage du profil des jobs? Il faut trouver l'équation. Il faut trouver l'équation. Alors après, on a des besoins qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Est-ce que tout ça s'équilibrera? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a compris que ce sont les métiers potentiellement, et c'est là où ça change tout, plutôt les métiers à haut salaire qui seront les plus à risque, entre guillemets à risque. Oui et non, j'ai envie de vous dire. Mais je ne dirais pas à risque pour les métiers à haut salaire, parce que je crois que les profils qui les occupent auront cette capacité de se réinventer, de faire un pas de côté pour trouver la réponse à cette nouvelle donne. Notre enjeu, c'est d'accompagner ceux qui devront évoluer finalement et qui auront peut-être moins de facilité à le faire, mais l'entreprise, encore une fois, son rôle, et moi on se l'applique chez Mazars, c'est encore une fois, c'est d'acculturer, c'est d'expliquer, c'est de former, c'est d'investir pour que l'intelligence artificielle ne soit pas subie finalement. Il faut moi je pense qu'il faut au contraire être très offensif. Il y a un avant et bien explorer. Il y a un avant, Olivier Lenel, un avant et un après ChatGPT, à la fois chez Mazars dans l'utilisation que vous pouvez avoir, encore une fois, de l'IA générative, et même chez vos clients. Il y a un avant et un après. Alors il y a un avant et un après, effectivement. Nos clients nous demandent aujourd'hui des services. Les comités exécutifs cherchent à tirer la meilleure compréhension possible pour le meilleur usage possible de l'intelligence artificielle. Donc nous, on est sollicités. Pour gagner en productivité, évidemment. Pour gagner en productivité. En agilité. Augmenter leur offre aussi. Créer de nouvelles offres. Gagner en agilité, absolument. Et puis pour nos équipes, je le redis, c'est un enjeu de continuer à investir, de leur donner demain, comme à un moment nos équipiers, nos collaborateurs ont eu l'accès à Excel finalement, demain ils auront accès peut-être à Copilot de Microsoft ou d'autres solutions finalement pour faire leur travail différemment, de façon plus efficace. Mais donc il y a un boom pertinente aussi. Ouais, donc il y a un boom des missions pour accompagner en matière de conseil, pour oui, en tous les cas, il y a de l'IA générative. Il y a une vraie demande. Voilà. Alors à différents niveaux, il y a des entreprises sans doute un peu plus technologiques que la nôtre qui sont vraiment sur l'implémentation de solutions technologiques. Nous, on intervient au niveau des COMEX, dans de la sensibilisation, de la formation. On intervient auprès de différentes strates chez différentes strates de nos clients aussi pour leur donner les moyens de se saisir de cette IA générative finalement. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunités en fait. Ouais, notamment, et on finit là-dessus, des opportunités sur le marché américain. Il faut en parler. C'est un saut quantique. Le groupe aujourd'hui, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, dont on a dit, ou pas, je ne sais plus, 500 millions en France, ce qui vous place en 5e position. Aux États-Unis, vous allez être bientôt 8e, c'est ça? Donc effectivement, on a quasiment doublé de taille. Absolument. On a conclu un accord de réseau donc avec un de nos partenaires historiques qui s'appelle Forvis aux États-Unis. Et le nouveau setup de Mazars aux États-Unis nous permettra, avec Forvis, d'être le numéro 8 sur le sol américain, qui est quand même le premier pays dans notre industrie et dans beaucoup de domaines. Et donc vous passerez de 3 milliards à 5 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial. Exactement, presque 5 milliards d'euros au niveau mondial. Et donc ce réseau verra le jour au 1er juin 2024. C'est pour nos clients une profondeur de jeu extrêmement renforcée aux États-Unis. Pour nos collaborateurs, c'est aussi beaucoup d'opportunités avec un positionnement qui est le même d'ailleurs entre la France, les États-Unis ou les différents pays dans lesquels vous opérez? Alors avec des positionnements qui sont assez similaires, nous on reste sur la pluridisciplinarité, l'audit, le tax, le conseil, et ça c'est vrai aux États-Unis et dans les 100 pays dans lesquels Mazars est présent aujourd'hui avec ses 30 000 collaborateurs. En termes de segments de marché, c'est du CAC 40 à la PME dans les territoires, c'est notre situation en France.
C'est la même, à quelque chose près, aux États-Unis. Premier acteur français? Comment? Pardon. Premier acteur français, Mazars. Premier acteur d'origine française, oui. sur ce marché de l'audit et du conseil qui est très, Dans le monde. très anglo-saxon de culture. Et dans le monde, aujourd'hui, on considère qu'on est un groupe mondial. Et demain, ce réseau sera un réseau particulièrement unique, parce que ce sera un réseau entre 2 firmes, et uniquement 2 firmes, quand tous nos compétiteurs ont presque autant de firmes que de pays d'implantation. Donc il y aura les États-Unis d'un côté, et les 100 pays aujourd'hui couverts par Mazars, qui resteront avec une exclusivité territoriale. Et donc nous opérerons au 1er juin 2024 sous la marque Forvis Mazars, une seule marque justement, une stratégie unifiée, une réputation de cette nouvelle belle marque qu'on va travailler ensemble, bien évidemment, et un nouveau souffle en tous les cas pour tous ceux qui, comme moi, ont vraiment investi dans Mazars depuis des années et qui sont à nos côtés aujourd'hui. Allez, merci à vous pour cet entretien. Olivier Lenel, président du directoire de Mazars pour la France. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.